beaucoup, Vincent, pour la présentation. Merci pour la chère Wilson de nous inviter. Et nous sommes très, très heureuses de participer et d'être présentes avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Et merci d'avoir présenté un peu une petite histoire, ta petite histoire, Vincent. Je voulais confirmer que nous aussi, on est très, très, très heureux de travailler ensemble autour de ce thème de la gamification qui est aujourd'hui en pleine actualité. Et comme nous allons aujourd'hui voir, ça touche plusieurs domaines, donc le marché financier, la santé, la protection des données personnelles. Donc, on va commencer avec le marché financier, le domaine le plus complexe de tous les domaines. Je suis avec Sandrine. Sandrine va intervenir un peu plus tard. Je vais commencer par peut-être partager mon écran. Est-ce que il est bien partagé? Parfait, parfait. Donc, voilà. Donc voilà, oui, on a obtenu une subvention de la chaire FinTech qui nous permet aujourd'hui de mener une recherche empirique en fait sur le terrain. On a obtenu le certificat éthique, on a fait aussi la revue de littérature, donc on démarre avec des entrevues avec les consommateurs et aussi avec les entreprises, les dirigeants des entreprises FinTech. On va faire plusieurs entrevues avec plusieurs entreprises. Et peut-être deux mots sur les fintechs en général, parce que là, on vit vraiment un développement technologique majeur. Les dernières années, les firmes fintech s'appuient sur la technologie, comme le terme le mentionne, c'est la technologie dans le domaine financier. Beaucoup d'entreprises fintech naissent jour après jour pour offrir des solutions et des services technologiques. Donc, on vit vraiment, c'est un domaine en pleine expansion, en pleine évolution. Et c'est normal, avec la COVID aussi, ça a accéléré ce mouvement technologique. Et en plus, beaucoup de consommateurs maintenant ont accès à des solutions financières via la technologie. Bien sûr, au-delà de cet enthousiasme-là, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle d'avoir accès à des solutions si facilement via le web. Quand même, il y a plusieurs enjeux qui touchent ce nouveau phénomène et ce nouveau écosystème. Nous avons écrit, moi et Sandrine, récemment un article, si quelqu'un est intéressé à avoir une idée un peu sur les enjeux de l'innovation technologique, nous pouvons envoyer aussi cet article pour consultation. Il y a beaucoup de belles références à l'intérieur. Donc, beaucoup d'enjeux, beaucoup de questionnements, mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à l'éthique et au droit. Bien sûr, ces deux enjeux encadrent la relation entre le consommateur et les entreprises fintech. Donc, c'est vraiment deux enjeux les plus importants qui rendent cette relation la plus harmonieuse. Ce n'est pas un secret, le marché financier, je l'ai dit, c'est un domaine très complexe. Et cette complexité vient du fait qu'il y a une grande asymétrie, en fait, de connaissances entre les acteurs, entre le consommateur et l'entreprise elle-même, et aussi la complexité des produits et bien sûr la complexité des contrats qui lient le consommateur à ces entreprises. Et s'ajoute à tout ça l'aspect technologie et la protection des données personnelles. Alors aujourd'hui, on veut répondre à une question. Comment est-il possible d'assurer un rayonnement pour les entreprises en fintech tout en gardant une protection plus efficiente des droits des consommateurs de produits et services financiers, tant d'un point de vue éthique, Sandrine, que juridique, c'est moi qui va le présenter, et on va se concentrer plus spécifiquement sur le cas qui nous unit aujourd'hui, la gamification.
Cette analyse-là, nous aimerions la présenter à la lumière de l'économie comportementale. L'économie comportementale, c'est une approche qui souligne l'existence de biais cognitifs qui affectent nos comportements et notre processus de prise de décision. Alors, la présentation sera en 3 points. J'aimerais au début présenter un peu l'économie comportementale et par extension l'économie comportementale du droit et les biais cognitifs. Par la suite, Sandrine va nous présenter le concept des nudges, les coups de pouce, et ses lacunes et le potentiel de la gamification dans les fintechs sur le plan éthique, qui est sa spécialité. Et je reviendrai par la suite sur le plan juridique. Alors, l'économie comportementale, c'est quoi? Donc, c'est vraiment la relation entre la science économique d'un côté et le comportement de l'être humain de notre côté. Donc, il y a un mélange entre l'économie et la psychologie. Et pour comprendre pourquoi les êtres humains adoptent un comportement, pourquoi ils adoptent tel comportement et non un autre, qu'est-ce qui affecte leur comportement et surtout dans notre domaine à nous, c'est dans le marché financier. Pourquoi alors par exemple, certains investisseurs peuvent vendre des produits quand ils doivent acheter ou ils achètent quand ils doivent vendre. Donc, pour comprendre un peu le comportement parfois paradoxal de l'investisseur, et on peut dire tout de suite que ces comportements sont influencés par les émotions, par notre vie, par nos expériences, qui créent chez nous une sorte de biais cognitif qui affecte notre processus de prise de décision. Alors, on va regarder un peu on va analyser la gamification à partir de ce processus-là, qui est un peu plus psychologique sur le comportement des investisseurs ou du consommateur des produits et services financiers. Alors, j'aimerais peut-être donner 2 mots sur le processus de prise de décision des consommateurs. Comment notre cerveau fonctionne lorsqu'on veut prendre une décision concernant un domaine que je viens de dire qu'il est très complexe, donc plein d'informations, les informations sont complexes. Comment notre cerveau fonctionne pour pouvoir prendre sa décision? Alors, le cerveau, il fonctionne selon 2 systèmes. Le système 1, c'est un système qui fonctionne automatiquement, de façon spontanée, intuitive. Et ce système-là fonctionne, il est affecté par les biais cognitifs. C'est comme si le cerveau utilise des raccourcis et il est affecté par ces biais-là et prend des décisions vite sur le premier coup. Et c'est pour cela que parfois on peut prendre des décisions qui ne sont pas complètement conformes à nos besoins. Le système 2, lui, il est déclenché de façon plus analytique. Donc, il fonctionne en mitigeant les biais cognitifs et en prenant des décisions qui sont plus réfléchies et plus logiques et qui conviennent mieux à nos besoins. Alors ici, le défi, c'est comment aider le cerveau à utiliser le système 2 au lieu du système 1. Beaucoup de biais cognitifs. Vraiment, on ne peut pas les nommer tous. Mais j'ai choisi aujourd'hui quelques-unes qui sont les plus connues et les plus majeures dans le domaine financier. Et peut-être que chacun de vous va se connaître par un ou par l'autre. Alors, le biais de disponibilité en mémoire, c'est ça. On se souvient des événements de façon inconsciemment sélective. Ça veut dire, le cerveau se souvient des événements les plus majeurs de notre expérience et il le garde en mémoire. Donc, c'est pour cela que quand on se retrouve dans les mêmes circonstances, le cerveau va se souvenir de ce biais-là. Et normalement, on garde en mémoire, malheureusement, les événements les plus négatifs. Alors, c'est pour cela que ça nous affecte davantage lors des prises de décision.
Biais de confirmation, c'est la tendance à prendre en considération les informations qui confirment les croyances. Donc, on reçoit beaucoup d'informations, mais on a tendance à choisir les meilleurs qui confirment notre croyance et les décisions qu'on aimerait prendre. D'autres biais cognitifs qui sont un peu plus classiques, biais d'ancrage. C'est que lors de la réception de plusieurs informations à la fois, les premières informations qui sont données, on les retient plus facilement et pour plus longtemps. Le biais d'autocomplaisance, c'est que certaines personnes s'attribuent le mérite de la réussite et considèrent les échecs toujours la faute des autres. Aversion envers la perte, c'est renoncer. Il y a certaines personnes qui renoncent à des gains potentiels, et ça, on les voit aussi dans le domaine financier, dans le domaine des actions, pour éviter une perte, même si elle est faible. Enfin, 3 autres qui sont un peu plus courants, l'excès de confiance, donc les moins compétents se surestiment et les plus compétents se sous-estiment. Alors ça aussi, ça joue un rôle. Escalade des engagements. Donc, plus on investit de ressources et de temps dans une action, le plus on va persister à continuer dans cette action. Donc, si, par exemple, on fait affaire avec une banque et puis on paye beaucoup de frais, si ça fait longtemps qu'on fait affaire avec cette banque et on a investi beaucoup dans ce projet, on va continuer à rester avec la même institution financière. Optimisme excessif, surestimer les événements positifs et sous-estimer les événements négatifs. Alors, comme on voit, ces biais-là affectent notre jugement au quotidien et affectent surtout la perception du risque chez les consommateurs. Donc, quand on veut évaluer le risque du consommateur, ces biais-là vraiment entrent en jeu. Et souvent, elle va nous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas adaptées à nos besoins. Maintenant, on a vu un peu les biais cognitifs qui peuvent nous affecter dans ce domaine-là, mais aussi lors de nos recherches jusqu'à présent, on a découvert aussi qu'il y a des variables qui s'ajoutent. Ça veut dire qu'on n'est pas tous on n'agit pas tous de la même façon. Il y a 2 variables qui peuvent jouer considérablement, c'est l'âge et l'expérience. Donc, voici 2 variables. Je vais vous partager avec vous un peu 2 exemples de ces 2 variables. Alors, les jeunes. Les jeunes, selon nos recherches empiriques, on a découvert la plupart ont ces 3 biais-là qui jouent vraiment, qui jouent considérablement sur leur prise de décision. Disponibilité en mémoire limitée, parce que le jeune a moins d'expérience, donc il n'a pas du vécu négatif. Il est optimiste, donc le biais de l'optimisme, et l'excès de confiance. Alors, les jeunes sous-estiment les risques et exagèrent la capacité de contrôler les événements. Et pour ça, nous avons remarqué que les jeunes répondent plus positivement, ils sont prêts à prendre des risques dans le marché financier. Ils sont plus susceptibles de prendre des risques. Le deuxième cas important que j'ai constaté aussi, c'est le profil d'investisseur. Donc, lorsque les entreprises ou le conseiller financier évalue le profil d'investisseur et sa tolérance au risque, ce formulaire ou ces réponses-là sont pas à 100% véridiques, étant donné que celui qui répond pourrait être affecté par 2 biais, en fait. Le biais de non-disponibilité en mémoire, ça veut dire si la situation pour laquelle on lui pose les questions, il l'a pas vécue, donc il va répondre nécessairement ce qu'il pense
qu'il pourrait faire dans cette situation. Mais cela ne veut pas dire que c'est exactement ça qu'il va le faire. Donc, ça aussi, ça met le doute un peu sur le profil d'investisseur si la réponse est affectée par ce biais-là. Aussi, celui qui répond, s'il a un biais d'excès de confiance, donc les moins compétents se surestiment et les plus compétents se sous-estiment, alors c'est sûr que la réponse ne va pas refléter exactement la bonne décision qu'il devrait prendre dans cette situation, parce que justement, il est affecté par ce biais. Alors, c'est ça que je voulais dire pour le moment, mais il y a des solutions pour mitiger un peu ces biais-là, et c'est Sandrine qui va nous les présenter. Alors, merci beaucoup, Maya, d'avoir débuté pour nous cette conférence. J'aimerais remercier Vincent et la chaire de nous avoir conviés aujourd'hui et remercier tout le monde de leur présence. Alors, si vous voulez bien, à mon tour, je vais partager mon écran. Donc, vous allez me dire si vous le voyez dans un instant. Si c'est le cas, je vais pouvoir mettre en plein écran. Oui, ça marche. Merci beaucoup, Vincent. Alors oui, pour enchaîner sur ce que présentait Maya, en effet, il existe des solutions et nous allons donc pouvoir en apprécier quelques-unes et comprendre un peu plus le rôle donc de la gamification de façon quand même positive, car elle ne peut n'être que négative, n'est-ce pas? Alors, donc, l'idée, pour commencer, ça serait de vous parler des nudges. Alors, on appelle nudge aussi en français dans le sens où on garde le terme anglais à défaut de bonne traduction, mais on peut considérer qu'il s'agit de coups de pouce, en fait. Donc, on utilise ces nudges pour, en fait, pallier au biais dans la prise de décision. C'est ça qui est l'objectif avec les nudges. Donc, vous allez me dire, pourquoi faire des nudges exactement? Donc, l'idée, c'est justement de comprendre qu'ils servent à inciter en douceur les gens à changer de comportement plutôt que de recourir aux contraintes et aux sanctions. On sait tous que parfois la contrainte est pas toujours le moyen de changer de comportement à long terme, n'est-ce pas? Donc ici, comme vous pouvez voir sur les images, on voit qu'on a pu faire un trompe-l'œil sur la traverse et donc de ce côté, rendre plus attirant et plus visible aussi le fait de traverser la rue à la traverse. Donc ici, c'est incitatif pour protéger finalement les citoyens, pour leur sécurité, n'est-ce pas? Donc, c'est favorable dans ce sens-là. C'est ce qu'on veut dire par coup de pouce. Également, ici, vous pouvez voir l'image, donc, qui est en fait sur la couverture du livre célèbre, donc, des nudges, avec la maman qui simplement donne un tout petit coup de pouce à son bébé éléphant. Et on peut voir donc que c'est tout doux et c'est pas quelque chose de très contraignant, n'est-ce pas? Alors, quand on entre dans ce rayon, on s'aperçoit que ça peut être vraiment appliqué à un nombre d'activités et de situations immenses. Alors, vous pouvez voir ici, c'est dans une station de métro en Allemagne où on voit donc qu'on veut inciter la population, les usagers du métro, à prendre les escaliers plutôt que donc l'escalator pour monter d'un étage à l'autre. Et la façon trouvée, qui correspond à un nudge ici, est de peindre les marches sous forme de piano, de notes de piano. Et donc, vous pouvez voir qu'en faisant ce petit changement, déjà, l'originalité de l'approche permet d'attirer l'attention et également le fait donc de le faire, au-delà d'attirer l'attention, incite de façon tout à fait volontaire, mais de façon tout à fait positive également, à monter les marches plutôt que prendre l'escalator. Eh bien, cette petite
je dirais, astuce. Et ce coup de pouce a permis, comme vous pouvez voir, à 66% de plus que la normale de gens à monter les marches à prendre les marches plutôt que l'escalator. Ici, si vous me permettez, je vais vous montrer une autre petite publicité qui va, à mon sens, à moi, la plus représentative de ce qu'est un nudge et de son impact et de son lien avec la gamification. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors, je m'excuse, je vais donc devoir faire une petite gymnastique. Je vais fermer le partage pour pouvoir aller à la vidéo qui va démarrer donc du côté de la vidéo et je repartage à l'instant ensuite mon écran du côté de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ici, je mets la vidéo en plein écran et je vais pouvoir repartager mon écran. Donnez-moi un instant. Donc, je vous prie d'excuser cette petite gymnastique, c'est toujours le souci, mais ça marche toujours. Est-ce que vous voyez l'écran de vidéo cette fois-ci? Excellent. Alors, je vais pouvoir démarrer le vidéo. Vous avez le son également? Alors, vous aurez compris que c'était donc une publicité qui avait été mise en place par Volkswagen. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, excusez-moi, je repartage mon écran en même temps de l'autre côté, c'est que en fait, cette campagne, il l'avait appelée The Fun Theory. Et ça a vraiment été, comment je pourrais dire, une campagne marquante déjà dans les années 2009. Donc, ça date pas d'hier. Ça fait quand même un certain temps que cette notion d'insérer finalement du fun, si vous me permettez l'expression, pour reprendre Fun Theory, donc de la ludification dans les activités, avait un pouvoir donc d'incitation beaucoup plus grand que la contrainte. Donc, c'est vraiment ça que permettent les nudges et je pense que cette illustration avec cet exemple des arcades, en fait, du recyclage transformé en arcade. Vous avez vu cette superposition, on s'entend que c'est le vidéo qui l'a fait, mais on comprend bien d'où ça vient. Et cette gamification, elle est vraiment de plus en plus présente dans les différents outils. D'ailleurs, on peut, technologiques en général, donc les produits financiers et services, comme je vais vous présenter tantôt, les applications mobiles d'institutions financières ou d'autres fintech. Mais on retrouve aussi ces éléments-là à différents niveaux dans notre société. Vous avez dû reconnaître les machines à recyclage classiques, n'est-ce pas, dans les supermarchés. C'est à peu près le même principe. Donc, vous voyez ici, on retrouve ce type d'approche à la fois dans des politiques publiques
pour la sensibilisation, bien entendu. Donc, il s'agisse de l'environnement, la sécurité, la santé, santé au travail également, l'épargne, tous ces éléments-là. Et au niveau, bien entendu, du secteur privé, c'est très utilisé à titre de stratégie de marketing, donc au niveau de la communication promotionnelle, donc pour attirer l'attention. Et par exemple, lorsque vous avez par une publicité de Pharmaprix qui vous incite à jouer à un jeu pour savoir combien vous gagnez. Donc là, vous secouez une bouteille dans votre téléphone. Évidemment, c'est virtuel. Et là, à la fin de l'exercice, vous avez gagné 20% de rabais ou 20 000 points, peu importe. Donc, vous voyez ce type de stratégie de communication promotionnelle. Mais parfois aussi, nous avons ça dans des stratégies d'acquisition de clientèle ou de fidélisation de clientèle. Tout le monde connaît, par exemple, les programmes de loyauté ou de fidélisation dans les compagnies aériennes ou à tout niveau aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus aucune marque presque qui n'a pas sa carte fidélité. Donc, toute cette notion de points et donc d'acquisition aussi, si vous référez un ami, une amie, automatiquement, vous avez aussi des points. Donc, toute cette notion est en fait, je dirais, présente à différents niveaux de façon très transversale et au point où parfois on ne s'en rend pas toujours compte. Alors, donc, le but par rapport aux services et aux produits financiers, pour ramener ça à notre sujet plus précis, c'est d'augmenter l'acceptabilité et l'usage des applications financières, n'est-ce pas? Et bien entendu, de le faire en s'appuyant sur la prédisposition humaine au jeu, comme vous le savez. Alors, vous voyez ici justement, voyons un exemple de jeu vidéo, vous voyez, où il y a un lien avec la gamification, c'est le mariage de rêve. Mais en fait, vous voyez ici, c'est une application où c'est la possibilité d'accumuler donc des sous, de faire de l'épargne, mais au travers de vos jeux. Alors, vous savez que lorsque vous êtes un joueur, il est possible à travers vos jeux de gagner énormément de points, de gagner accès à des outils, des accessoires, des personnages, etc. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir accumuler des points pour pouvoir acheter parfois ces accessoires. Parce que tous ces modèles d'affaires sont basés aujourd'hui sur des micro-transactions qui permettent d'acheter donc ces accessoires qui vont vous rendre plus puissant ou qui vont vous permettre de jouer, sauter d'un certain style dans le jeu, etc. Alors, cette application est en fait le croisement même du jeu vidéo et de l'épargne, vraiment, pour pouvoir vous permettre d'accumuler de façon à pouvoir acheter plus facilement vos différents jeux. Excusez-moi, je réalise que j'avais pas mis un grand écran. Alors, on continue les exemples pour jouer à la bourse ou bien, en fait, parfois, est-ce que la bourse est en jeu? On se demande parfois. Mais donc, il s'agit de rendre la bourse plus accessible et plus ludique. On sait que la bourse est quelque chose qui est assez complexe. C'est également quelque chose qui est omniprésent dans nos vies. Hein. On ne peut être à l'écart finalement des aléas et des implications liées à la bourse et à la façon dont ça mène notre économie. Et donc, il s'agit d'intéresser et d'initier les plus jeunes finalement à la bourse à travers la simulation, donc le risque protégé, c'est-à-dire donc différentes applications. Alors ici, je vous les présenterai pas toutes une à une parce qu'on dépasserait notre temps, mais je vous ai mis les liens, donc si vous voulez aller les voir rapidement, je vais vous présenter seulement leur page d'accueil et vous allez pouvoir voir qu'il y a une grande similarité dans ces applications-là, dans la présence du jeu, bien entendu. Je ne vous présenterai pas non plus l'affaire GameStop, mais j'imagine que vous en avez entendu parler. Et en deux mots, il s'agit vraiment de réaliser que à travers la plateforme Reddit, qui est une plateforme donc sociale de communication et de nouvelles, où les gens peuvent voter et partager des nouvelles qui prennent le dessus dans les informations qui sont présentées à la communauté. La communauté de joueurs de GameStop ont réussi à faire complètement basculer le prix de l'action
de GameStop, qui est un puissant fournisseur de jeux sur la planète. Donc, vous voyez que cette prise de pouvoir, si je peux dire, par les jeunes à travers donc cette accessibilité via une forme de gamification prend forme pour de vrai et se transporte, si je peux dire, se transfère dans la véritable sphère de la bourse qui était en jeu dans ce cas-là, de façon qui a absolument pris de court tous les investisseurs dans ce phénomène. On n'ira pas voir en arrière qui était derrière la fuite de nouvelles, etc. Bon, mais ceci dit, je pense qu'il faut voir là un phénomène très nouveau qui est très intéressant au niveau du rôle de la gamification et de l'éthique dans ce contexte. Donc, vous voyez ici Robinhood qui permet donc de rendre accessible l'investissement à tous. Ici, on peut voir donc Investor, toujours à peu près le même type d'interface. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point les interfaces sont très dynamiques, très colorées, très lean and mean, si vous me permettez le chinois. Et c'est très important parce que en fait, ça contraste énormément avec ce qui se fait en termes bancaires classiques. Il faut voir aussi que les fintech essayent de s'installer dans un marché qui est déjà comment je pourrais dire, bien occupées et bien établies, n'est-ce pas, par les institutions financières. Donc, elles doivent se tailler une place qui doit être différente et attirer les consommateurs d'une façon qui est très différente. Et le rôle du design, donc de l'expérience utilisateur, est fondamental dans cet attrait. Et la gamification, c'est là qu'elle entre en jeu, parce qu'elle permet justement d'avoir ces façons toutes douces d'attirer et d'inciter. Alors, lorsqu'il s'agit d'épargne, on ne peut pas être contre la vertu. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple d'application. Donc, je fais aucune publicité pour Wealthsimple. J'ai pas d'action, mais je tenais à vous montrer à quel point ici, on a une interface qui ne ressemble à tout sauf à une interface bancaire, n'est-ce pas? Donc, beaucoup plus attirant dans le design. Et donc, si on continue, vous pouvez voir ici également d'autres interfaces juste de login et regardez le détail par rapport donc au terme. C'est vraiment l'idée de one login for all Wealthsimple products. Il y a vraiment ce côté dans le nom même, c'est Wealthsimple. Donc, toute cette notion de métaphore de simplicité de la richesse disponible à tous, accessible à tous. Et vous pouvez voir à gauche, c'est le honeycomb, donc c'est la ruche qui représente donc de Peter Morville, qui représente les composantes de ce qu'on appelle une bonne expérience utilisateur. Donc, elle est utile, elle est facile à utiliser, mais elle a aussi beaucoup de valeur, elle apporte, elle crée de la valeur. Elle est désirable, elle est accessible, elle est trouvable, elle est crédible. Toutes ces qualités-là, vous les retrouvez dans ces interfaces-là. Et notez également donc la façon dont le design d'information incite. Lorsqu'on voit un schéma comme celui-ci qui donne la courbe de progression de votre investissement versus la courbe de progression d'un investissement différent si jamais vous rajoutiez des versements mensuels, on peut voir tout de suite l'effet. C'est quasiment physique de le voir. Notez le choix de la couleur jaune-or partout. C'est toujours les boutons d'action sont jaune-or, que ça soit au niveau du logo, que ça soit au niveau des boutons, que ça soit au niveau donc de la courbe. Donc, c'est très important de noter ces détails parce que, croyez-moi, ils ne sont pas là du tout par hasard. C'est réellement des détails de design d'information qui ont été utilisés pour mettre en valeur ces éléments d'incitation. Et comme vous pouvez voir, on vise ici beaucoup le jeune investisseur. Je vous disais le lien, vous savez, les fintechs sont beaucoup venus
avec le fait que la technologie soit comment je pourrais dire, quelque chose avec lequel les jeunes sont si à l'aise. Donc, c'est facile aujourd'hui d'insérer la technologie au niveau des consommateurs et du coup, d'insérer de la gamification dans ces interfaces et ces différents outils. Donc ici, vous voyez, on vous demande d'aller utiliser les médias sociaux pour aller référer d'autres clients et obtenir des références. Donc, il y a du bon et du moins bon dans la gamification, on s'entend. Et ça, c'est très important à comprendre d'un point de vue de l'éthique. Et c'est comme toute chose, mais je pense qu'il faut comprendre que derrière le nudge et derrière donc toute cette idée de fun theory et de ludification, il y a la notion donc d'apprentissage. On aide, pour faire référence à ce qu'avait mentionné Maya dans sa première partie de présentation, donc la notion de passer du système 1 au système 2, n'est-ce pas, de court-circuiter les heuristiques pour aller vers un processus de prise de décision qui soit un peu plus raisonné, un peu plus approfondi. Et dans ce sens-là, ça promouvoit dans ce contexte-ci la littératie financière des consommateurs. Donc, c'est tout à fait louable ici. Cependant, il faut comprendre que il existe une limite. Certains types de gamification ne permettent pas forcément l'apprentissage. Alors, il faut être conscient que si, par exemple, vous pensez à l'application telle que Moka, qui est une application qui vous permet d'épargner tout cent, qui dépasse et qui est arrondi au chiffre supérieur, alors à la dizaine supérieure ou à l'unité supérieure. Donc, prenez n'importe quelle dépense de 49, c'est arrondi à 2,5. Prenez n'importe quelle dépense de 99, c'est arrondi à 3, etc. Et donc, l'idée, c'est que derrière cette épargne-là, elle n'est pas forcée, elle est volontaire, vous la réfléchissez, vous la choisissez et il y a un engagement. Cependant, dans la réalité derrière ce caractère d'épargne, c'est qu'il n'y a pas tant d'éducation que ça puisqu'il est automatique. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Ça reste positif. On peut imaginer un apprentissage à plus ou moins long terme dans la mesure où, finalement, les consommateurs vont voir un intérêt à ça et vont avoir envie de poursuivre et vont peut-être avoir envie d'investir plus et plus sérieusement. Mais ceci dit, donc, il y a des limites à cet aspect-là qui deviennent parfois automatiques et donc il n'y a pas de transfert du système 1 vers le système 2. Et le plus grand risque, il n'est pas au niveau éducatif, il est beaucoup plus au niveau incitatif en réalité. C'est là que ça touche l'éthique. C'est que oui, l'objectif principal, c'est de mitiger les biais, comme on a vu tantôt. Cependant, donc on les mitige souvent en pratiquant une forme de simulation et d'essai-erreur qui permet donc de pratiquer sans risque. Mais en même temps, on peut voir que ces façons de procéder peuvent déclencher en fait, automatiquement le système 1 parce que ça vient réveiller chez vous l'envie du jeu et la quête, par exemple, d'achat. Donc, on peut en fait renforcer parfois un achat impulsif puisque justement, on gagne des points, on est tout à fait récompensé par la façon dont les nudges fonctionnent. Donc, du coup, ça va un peu influencer le processus de prise de décision à l'envers d'une certaine façon, parce que oui, ça va vous faire réfléchir, mais ça va vous faire réfléchir dans le sens du jeu, et donc du coup, inconsciemment, va vous faire peut-être plus acheter ou plus dépenser, ce qui n'est pas forcément parfois l'intérêt premier qu'avait le nudge. Donc, la ligne est fine entre le moment où on est dans le plaisir et le moment où on tombe dans l'aspect plus obsessif du jeu, plus compulsif du jeu. Alors, donc, sur cet aspect-là, je vais redonner la parole à Maya, qui va pouvoir vous indiquer les différents rôles objectifs que vient répondre le droit, auquel vient répondre le droit dans ce contexte. Maya, la parole est à toi. Merci Sandrine, très intéressant. Est-ce que j'ai partagé, est-ce que c'est visible pour vous tous? Est-ce que j'ai bien partagé l'écran?
Oui, je pense qu'on le voit là. Très bien. Oui. Nous sommes sur la page sur le rôle du droit, oui, et sur les Excellent. Donc, merci Sandrine. Et effectivement, on apprend, c'est la littératie financière par le jeu. On joue à la bourse aussi par le jeu. Et on est quand même, ça devrait nous aider à faire fonctionner et déclencher le système 2 au lieu du système 1 pour prendre des décisions qui sont plus rationnelles. Maintenant, je vais aborder un peu le droit. Donc, l'économie comportementale du droit, comment on applique le droit dans ce contexte-là et quel est le rôle du droit pour harmoniser cette relation entre tous ces intervenants. Donc, le droit, il est là, en fait, pour rassurer les intervenants, pour encadrer leurs relations et pour surtout renforcer la confiance, parce que la confiance, si elle est là, on fait confiance à l'entreprise, donc la réputation est plus bonne, ça fait rayonner tout le monde. Et le droit intervient aussi pour protéger la partie la plus faible. Dans ce cas, c'est le consommateur. Donc, le droit, quand le législateur décide de réguler, c'est justement pour, si on veut appliquer la théorie comportementale, c'est pour protéger le consommateur de ses propres biais et aussi le protéger qu'il soit exploité, que ses billets soient exploités par une partie tierce. Alors, c'est pour cela que le droit vient encadrer ces relations. Toujours dans le droit, il y a 3 enjeux qui nous intéressent. Donc, le consentement, les recours, les droits au recours, quels sont les recours, et la protection des données personnelles. Je vais traiter ces 3 rapidement, un après l'autre, en commençant avec l'enjeu que je trouve le plus important dans ce contexte, c'est le consentement. Alors, le plus simple, le Code civil, je ne vais pas aller avec toutes les lois disponibles, mais juste le Code civil, 3 articles très parlants. Donc, l'article 1387, c'est le contrat se forme avec une offre et une acceptation. 1399 prévoit que le consentement, c'est vraiment le cœur de cette relation. Ce qui est basé sur le consentement doit être libre et éclairé. Et finalement, le 1436 qui protège dans le cas de la consommation. Donc, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, les clauses illisibles et incompréhensibles pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui adhère en souffre préjudice. Donc, voici ce que le droit nous enseigne, une partie du droit nous enseigne. Et là, on est face à une interface technologique en face de l'écran et on a accès à un clic. Là, on clique tous les jours, on clique très rapidement, mais le clic, c'est un oui juridiquement. Alors, quand on clique, c'est qu'on consent et ça comporte beaucoup de conséquences juridiques importantes. Donc, face à cet écran-là, le consommateur devient vulnérable. Et ce clic-là, aussi, on réalise qu'il est de plus en plus rapide. Donc, on clique rapidement, on accepte des cookies, on lit rien. Donc, on clique juste pour avancer dans le processus. Alors, beaucoup d'enjeux sont autour de ce clic rapide et facile. On se demande, est-ce que le consentement est vraiment valide et éclairé quand on n'a pas lu sur quoi on clique et on accepte? Est-ce que ce clic-là représente aller plus loin dans le processus et qu'on accepte tout le contenu? Est-ce que cette connaissance des implications et conséquences, qu'est-ce qui se passe si on clique et on tourne d'une page à une autre? Est-ce qu'on a accepté toutes ces pages et les contenus de ces pages-là? J'ai discuté récemment avec un conseiller financier et il me disait, en fait, il constate que les gens cliquent plus rapidement parce que maintenant les relations sont en ligne via Zoom et plusieurs applications.
il clique beaucoup plus rapidement. Et quand je lui ai demandé, mais comment tu sais qu'il n'a pas lu le contrat? Il m'a dit, parce que c'est impossible de lire avec la rapidité dans laquelle il a accepté. Donc, il était là pour convaincre le client de lire. Alors, il lui donnait un peu de temps pour lire parce qu'il ne croyait pas que ce clic-là représentait vraiment un consentement. Alors, bien sûr, la plupart des entreprises, ils prennent ça en considération, ils mettent en relief, ils communiquent ces éléments sensibles. Donc, ils communiquent les clauses de responsabilité et de consentement, c'est les bonnes pratiques, ils le mettent en relief, les clauses de protection des renseignements personnels. Et maintenant, il y a de plus en plus tendance aussi à écrire les contrats ou à écrire les contenus dans un langage plus clair. Parce que ça aide un peu à transmettre les informations et les jargons juridiques de façon plus claire aux consommateurs. Donc, le droit est complété aussi par les pratiques, les bonnes pratiques. La question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le droit et ces bonnes pratiques sont suffisants ou peut-être l'économie comportementale du droit pourrait nous donner quelques pistes de solutions pour améliorer encore plus la protection du consommateur dans ces circonstances vulnérables? Alors, dans nos recherches empiriques, encore une fois, les consommateurs ne lisent pas, ils reçoivent beaucoup d'informations, pas sûr qu'ils comprennent tous les produits financiers, le langage juridique est long, les jargons, ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas tout ce qu'ils lisent si jamais ils lisent. Donc, ça, c'est une réalité vraiment présente. Et on se demande, par l'économie comportementale, comment on peut aider ce consommateur-là? Comment l'entreprise peut aider le consommateur à utiliser le système 2 au lieu du système 1 et avoir une décision qui est un peu plus réfléchie? Lire, par exemple, comprendre. On croit que peut-être par le biais du jeu aussi, on peut intégrer dans les solutions qui proposent les jeux quelques images pour aider le consommateur à arrêter, à ralentir, à lire. Donc, ça pourrait se faire facilement. Est-ce que ça se fait par les entreprises ou non? Mais c'est une solution qui pourrait être prise en considération. Aussi, on a vu que le biais du consommateur qui reçoit plein d'informations en même temps, le moment et la quantité des informations qui sont transmises du fintech, ça veut dire de la solution technologique au consommateur, le moment est très important parce qu'il va retenir, comme on a déjà vu, les premières informations données. Alors, c'est pour cela que c'est important d'attirer l'attention via le jeu toujours aux consommateurs, aux enjeux les plus importants, les plus protecteurs au début du processus et non à la fin. Alors ça aussi, c'est un élément qui pourrait aider le consommateur à recevoir, à digérer mieux les informations. Par exemple, s'il y a des frais, s'il y a un risque, ça sera bien de le transmettre au début du processus. Les recours. Les recours, ça aussi, c'est une constatation lors de notre recherche empirique, c'est que les gens ne savent pas en fait à qui s'adresser s'il y a une plainte ou il y a un service mal rendu ou des problèmes, un conflit quelconque. Donc, mais c'est normal parce que quand on entre en affaire avec quelqu'un, on pense toujours on est optimiste. On a un biais d'optimisme excessif. C'est qu'on pense seulement aux bonnes affaires. On ne pense pas aux conflits quand on veut faire affaire avec une deuxième partie. Alors, c'est pour cela qu'on ne sait pas quel genre de problème on va avoir ou s'il y a conflit ou pas. Et même s'il y a un problème, on ne sait pas, en fait, on n'est pas capable de déceler qu'il y a un problème. C'est pour cela que les bonnes pratiques aussi dans tout
cet écosystème, c'est de pouvoir renseigner clairement au consommateur les recours qu'il a accès, à qui il doit s'adresser s'il y a un conflit. Surtout qu'il y a aussi le biais, je l'ai écrit, c'est que les individus auront également tendance toujours à minimiser les risques d'un événement négatif. Alors, comme ils ne s'attendent pas à un litige, ils ne vont pas poser des questions. Ils ne savent même pas qu'il y aura un litige et quel genre de conflit il a. Donc, vraiment, ça, c'est important de renseigner et de mettre en relief les politiques des plaintes et des recours de la part des entreprises pour aider le consommateur à s'exprimer s'il y a un problème. Et là, Vincent, je suis dans ton domaine, donc je ne vais pas trop m'attarder parce que tu vas nous en parler tantôt. Mais 2 mots sur la protection des données personnelles par rapport à à l'approche économique comportementale. Donc, j'ai mis un éléphant parce que l'éléphant se souvient longtemps des événements. Et aussi, ça, c'est le cerveau humain qui se souvient du mauvais temps, en fait, comme aujourd'hui, la neige et tout. Donc, ça reste dans notre cerveau beaucoup plus que les belles journées. Donc, en raison de ces 2 billets de disponibilité en mémoire, on se souvient des événements les plus marquants et souvent les plus négatifs. Donc, quand il y a une fuite de protection, une fuite de données personnelles, ça marque la personne, ça marque aussi la collectivité au complet et ça reste marquant pour longtemps. Alors, c'est pour cela que c'est très, très important pour tout le monde, en fait, de protéger et de trouver des solutions de protection des données personnelles, pas seulement par le biais législatif, mais aussi par les bonnes pratiques, parce que tout le monde est gagnant, en fait, par cette protection-là. Une fuite des données peut toucher des millions de personnes et peut coûter des millions de dollars. Donc, c'est pour cela que c'est très important de prêter une attention très particulière à cette protection. Mais ça, c'est Vincent qui va nous s'attarder tantôt pour nous donner les aspects un peu plus complètes là-dessus. Alors, on est arrivé à la conclusion. Alors, à retenir 3 choses, en fait, très rapidement. Une des choses importantes à retenir sur la gamification dans la FinTech est que les plateformes réussies ne se contentent pas de transformer la finance en un jeu, mais ils reproduisent les approches de conception afin de reproduire le comportement de jeu positif. En utilisant des éléments de technologie dont jouissent les clients et les employés, les institutions financières peuvent encourager un plus grand niveau d'engagement et augmenter l'utilité des services financiers. Il est toutefois important d'appliquer des normes éthiques et de bonnes pratiques qui incitent à un comportement financier positif et ne profitent pas du désir humain d'atteindre certains objectifs. En fait, je me suis apprêtée moi-même, je termine là-dessus, je me suis prêtée à moi-même dans un jeu pour connaître mon profil de consommateur. Et je dois vous dire que la gamification, c'est très attrayant. Hein? Vous rentrez dans un environnement coloré, stimulant. Il y a des applications où, j'ai trouvé des applications où les investisseurs se compétitionnent ensemble concernant leur portefeuille. Et ils gagnent des points, tout simplement. Mais une fois que l'investisseur devient confiant, il aurait appris, il aurait pris confiance en lui pour pouvoir vraiment investir, il se sent prêt, alors à ce moment-là, il peut investir de vrais sous. Donc, ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo. Alors, de ma part, j'ai joué et... bon, je suis finalement le profil Warren Buffett, donc j'ai vraiment été ravie. Et Warren Buffett, c'est un investisseur le plus connu de tout le temps. Il est connu pour être un investisseur axé sur la valeur, sa
philosophie consiste à acheter des entreprises à un prix attrayant. C'est ça que, à partir des réponses et du jeu que j'ai fait, voilà, c'est ça le profil qui a apparu. Donc, j'ai pas continué, bien sûr, j'ai arrêté là, mais au moins je connais un peu mon profil si jamais je vais continuer. Puis aussi, j'ai répondu à un quiz et j'ai obtenu 15 sur 20. C'est pas beaucoup. Les questions ont été vraiment difficiles. Je trouve qu'il y a une partie de littératie financière là-dedans. On apprend parce qu'on répond, puis on a accès aux réponses et pourquoi cette réponse et non pas l'autre. Donc, c'est vraiment un exercice agréable. Donc, voilà, j'ai obtenu 15 sur 20. Ce n'est pas mal du tout, ils me disent. Vous avez de bonnes connaissances en matière de placement boursier. Il ne me reste que télécharger puis continuer la voie. Donc, voilà, merci beaucoup de votre attention.